Quand on pense à un chevalier du Moyen-Âge, l'image qui nous vient en tête est souvent la même, hein. Une espèce de colosse en armure super doué pour le combat, mais disons pas vraiment un intellectuel. C'est un peu l'image d'Épinal que le cinéma nous a laissée, celle du guerrier un peu bourru, un peu primaire. Et cette citation, qui date du XIIe siècle, semble confirmer tout ça à la perfection. Elle est de Jean de Salisbury, un homme d'église, et elle dresse un portrait assez clair. L'aristocratie militaire, eh bien, elle est complètement inculte. Les armes, oui, les lettres, non. Mais voilà. Et si cette image, au fond, n'était qu'une caricature? Et si le chevalier médiéval était en réalité bien plus complexe que ça? En fait, cette image du chevalier ignare, elle ne sort pas de nulle part. Pour comprendre d'où elle vient, il faut s'intéresser à ce qu'on pourrait presque appeler de la propagande, menée par une classe sociale qui était en pleine compétition avec les chevaliers, le clergé. Il faut s'imaginer le XIIe siècle comme une sorte de ring, où deux élites se battent pour le pouvoir. D'un côté, on a les clercs, leur pouvoir il vient du savoir, de la maîtrise de l'écriture. Et de l'autre, l'aristocratie militaire, les chevaliers, dont le pouvoir repose sur les armes et la possession des terres. Et comme ce sont les clercs qui tiennent la plume, eh bien ils vont utiliser cet avantage pour dépeindre leurs rivaux comme des brutes épaisses. Et pour bien comprendre cette propagande, il y a un mot-clé qu'il faut absolument redéfinir, illettré. Pour un homme d'église du XIIe siècle, être illettré, ça voulait juste dire une chose, ne pas savoir le latin, la langue du savoir officiel. Ça ne voulait absolument pas dire qu'un chevalier ne pouvait pas lire ou écrire dans sa propre langue, ce qu'on appelle la langue vernaculaire, le français de l'époque par exemple. Bon, maintenant qu'on a posé le contexte, on va voir ce qui contredit ce mythe. Et on va commencer par l'éducation d'un chevalier. Et là, surprise, c'était une formation très complète, qui allait bien au-delà du simple maniement de l'épée. Le chevalier idéal devait maîtriser 7 disciplines. Bon, les premières sont assez prévisibles, équitation, natation, tir à l'arc, des compétences physiques et martiales. Mais regardez les deux dernières, c'est là que ça devient vraiment étonnant. Les échecs, d'accord, c'est pour la stratégie, mais aussi la poésie. Oui, la poésie, l'art de bien parler, de manier les mots, c'était vu comme une compétence chevaleresque indispensable. Le parcours pour devenir chevalier était hyper structuré. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment ça commençait. Tout petit, l'éducation du jeune noble était confiée aux femmes de sa famille et elle se concentrait sur les lettres et la parole. L'alphabétisation, en quelque sorte, passait bien avant l'apprentissage des armes. Il y a aussi un autre concept social de l'époque qui est essentiel à comprendre, la jeunesse. Attention, ça n'a rien à voir avec l'âge. C'était un statut social. Un homme était considéré comme jeune tant qu'il n'était pas marié et installé sur ses propres terres. C'était une période d'aventure, de tournois qui pouvait facilement durer jusqu'à 40 ans. L'éducation, c'est une chose. Mais pour vraiment saisir qui était le chevalier, il faut s'immerger dans son environnement, dans la culture incroyablement riche qui était la sienne, la vie de cour. Oubliez l'image du château fort sombre et austère. À cette époque, le château devient un véritable centre culturel. On y construit de grandes salles de réception, des aulas, des jardins. Tout est pensé pour accueillir des banquets, des musiciens et surtout des récitations de poèmes et de romans. Et qui sont les artistes qui animent ces soirées? Des professionnels qu'on engage? Pas seulement. Loin de là. Quand on analyse qui étaient les troubadours dont on a gardé la trace, on voit qu'un quart d'entre eux étaient des seigneurs, des châtelains, et 13% des chevaliers. Ils étaient à la fois les créateurs et le public de leur propre culture. Et leur univers littéraire était immense. C'était un peu leur blockbuster, leur série télé d'aujourd'hui. Il y avait 3 grands thèmes, 3 matières. On se passionnait pour les exploits de Charlemagne. On redécouvrait les aventures d'Alexandre le Grand et surtout, on était fasciné par les légendes du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde. C'était le socle de leur culture. Et attention, les femmes dans tout ça sont loin d'être passives. Elles sont au contraire au centre du jeu. Elles sont des mécènes puissantes, comme Aliénor d'Aquitaine, qui commandent et financent les œuvres. Elles sont les muses qui inspirent les poètes. Et elles sont même des autrices à part entière, comme la très célèbre Marie de France. On arrive maintenant au cœur de ce qui définit le chevalier, une tension permanente. Il devait être le maître de 2 mondes, 2 univers aux règles totalement opposées. D'un côté, le champ de bataille. Là, ce qui prime, c'est la force brute, l'agressivité, la violence sans limite. De l'autre côté, la cour. Et là, c'est tout l'inverse. On attend de lui la maîtrise de soi, la retenue, l'élégance, l'art de plaire. Le vrai défi pour un chevalier, c'était de savoir naviguer entre ces 2 extrêmes. Et c'est là que l'amour courtois, la fine amore, entre en scène. Ce n'est pas juste une histoire de romance, c'est un véritable code de conduite, un exercice de civilisation. Ça apprend au chevalier à dompter ses pulsions, à transformer son désir en service, en dévotion. C'est un peu comme transposer la loyauté du vassal envers son seigneur, mais dans la sphère amoureuse.
Face à cette culture chevaleresque si forte et si séduisante, l'Église, qui au départ la critiquait violemment, va complètement changer de stratégie. Le raisonnement devient « puisqu'on ne peut pas l'éliminer, autant la récupérer, se l'approprier ». Et la méthode est brillante. L'Église va simplement prendre tous les symboles de la chevalerie et leur donner un nouveau sens, un sens chrétien. Le bain avant la cérémonie d'adoubement, ça devient un symbole de baptême, de purification. L'épée, ce n'est plus seulement une arme, c'est l'épée de la justice qui défend l'Église. Chaque élément de l'équipement est ainsi rebrandé spirituellement. Et de cette fusion incroyable entre le monde guerrier et le monde religieux va naître une nouvelle figure, un idéal ultime qui réunit le meilleur des deux mondes. Ce moine soldat, dont les Templiers sont l'exemple parfait, ne se bat plus pour sa propre gloire, mais pour celle de Dieu. Il vit en communauté. Comme un moine, il est lié par des vœux de chasteté, de prière. C'est l'intégration totale de l'éthique chevaleresque dans un cadre religieux. Donc pour résumer, on peut dire que l'image du chevalier a connu 3 grandes évolutions. D'abord le simple guerrier, puis le courtisan cultivé, et enfin le soldat au service de la foi. Au final, le portrait est bien plus riche et nuancé. Loin, très loin de la brute ignorante, le chevalier était une figure d'une complexité folle. Un homme en équilibre permanent entre la violence du combat et la finesse de la cour, entre la force du corps et la culture de l'esprit. Toute cette histoire nous rappelle une chose, les images les plus simples sont souvent les plus trompeuses. Le chevalier était à la fois un guerrier et un poète. Et ça amène forcément à se poser une question. Derrière les clichés de notre propre époque, derrière les héros qu'on admire ou les figures qu'on juge un peu vite, quelle vérité complexe se cache peut-être ?